Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'accorder cette interview à Radio Okapi. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 30 minutes sur les questions que la population congolaise se pose, les questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et enfin au social. Je ne suis pas seule, je suis Jocelyne Moussa Opondé, je ne suis pas seule, je suis avec mon collègue Guy Maté. Guy, bonjour. Bonjour Jocelyne Moussaou. Et Guy, tu as la parole. Président Fayoulou, ce n'est pas la première fois que vous postulez. Vous étiez là en 2018, là en 2023, vous venez encore. On peut savoir pourquoi. Vous devriez dire que vous étiez là en 2018 et que vous avez gagné l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas été proclamé. Alors, si je fais ces compléments, je suis là parce que le peuple congolais a besoin de moi. Le peuple congolais a besoin de quelqu'un capable de les sortir du sous-développement, de les sortir de la misère, de les sortir de l'opprobre, de la honte. Et pourquoi sortir de tout ça? Parce que ce peuple a un pays extrêmement riche, potentiellement. Mais le pays est devenu la risée du monde. Et donc, je suis là, avec mon leadership, pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Le pays est devenu la risée de tout le monde, vous l'avez dit, et on le sait très bien, la RDC est souvent très mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport aux autres pays. On peut citer quelques rapports comme le rapport Doing Business, qui a été d'ailleurs depuis remplacé par un autre rapport de la Banque mondiale, Transparency International, Mo Ibrahim. Comment comptez-vous corriger cette situation justement? Simplement rebrander la RDC. La marque RDC doit changer de couleur, doit changer, des postures. Il faut vendre la RDC. Vendre la RDC avec toutes ses richesses, vendre la RDC avec sa population, son peuple et les savoir-faire de sa population. Et donc, pour ce que vous dites, le doing business, rendre la RDC fréquentable, assurer le partenariat gagnant-gagnant, avoir un état de droit. Dès que vous avez un état de droit, les hommes et les femmes d'affaires savent que les investisseurs, si je vais dans ces pays, si jamais il y a un problème, le problème sera traité en fonction de la loi du pays et la loi que je connais ou que mes juristes connaissent, et donc un état de droit, la première chose. La deuxième chose, comment remettre la RDC en selle? C'est assurer son intégrité territoriale. Arrêter l'insécurité. L'argent n'aime pas l'insécurité. Aucun businessman ou woman dans ce monde peut aller mettre son argent là où il y a l'insécurité. Donc, l'intégrité territoriale et la pacification du pays, c'est tellement important pour attirer les investisseurs, que ce soit les investisseurs extérieurs et les investisseurs locaux, nationaux. Troisièmement, comment assurer la cohésion du pays, la cohésion nationale? Un peuple divisé, c'est un peuple qui ne peut pas aller de l'avant. Et donc, si nous avons la cohésion nationale, comme nous avons dit, nous, à Lamuka, Congo et Kolomoko, et donc, vous allez voir que tout le monde va regarder dans la même direction. On aura un plan et ce plan sera exécuté. Ce plan, c'est mon programme du gouvernement. Et enfin, à ce niveau-là, ce que j'appelle les prérequis, donc le préalable pour arriver à ce que vous demandez, c'est la gouvernance. Il y a des gens qui appellent ça bonne gouvernance, mais nous, à la Mouka, nous appelons ça la gouvernance intègre. Comment assurer
l'intégrité de ce que vous faites. Que si quelqu'un touche à la caisse de l'État, prend l'argent du pays, sa place est en prison. C'est-à-dire zéro tolérance corruption, zéro tolérance anti-valeurs. Voilà comment nous allons mettre en place ces préalables. Donc, pour l'intégrité du territorial, une armée forte, une armée entraînée, une armée motivée, équipée, et des militaires qui savent que pendant qu'ils sont au front, leurs familles sont bien entretenues. Justement, quand vous dites qu'il faut changer, que la marque de la RDC doit changer des postures, comment on peut prétendre changer des postures dans un contexte de guerre? L'Est du pays connaît un cycle de violence depuis plusieurs années. L'Ouest du pays est aussi affecté par des conflits interethniques. En fait, c'est des conflits qui touchent presque toutes les provinces de la République. Une fois au pouvoir, Martin Fayulu, qu'est-ce que vous comptez faire pour décourager d'abord l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, mais aussi comment vous comptez solutionner cette panoplie des conflits armés à travers les pays? Mais tous ces conflits... Des conflits plutôt interethniques à travers les pays. Non, les conflits interethniques, quand les gens vivent ensemble, on peut avoir des conflits, mais qui doivent être résolus le plus rapidement possible. Comment? C'est pour cela, pour la cohésion nationale, nous avons dit que nous allons mettre en place un organisme national de résolution des conflits entre citoyens, entre Congolais. Mais revenons d'abord pour les conflits armés, des groupes armés. On doit commencer d'abord par bouter dehors tous les groupes armés extérieurs. Le M23, c'est un groupe armé rwandais. Ce sont des supplétifs de l'armée rwandaise. Il faut les bouter dehors. Les EDF... Ça ne se décrète pas. Hein? Bien sûr. Bouter dehors, ça signifie qu'il y a un travail qui est fait en amont. Au commencement, c'était les verbes. Donc le plan, vous l'écrivez d'abord, vous avez l'idée, et par rapport à ça, vous mettez tout un arsenal de mesures. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va former l'armée. Mais il faut le dire, il faut avoir la volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté de bouter l'armée rwandaise dehors. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda, et dans ces accords, on a vu les EAC, Eastern African Community, venir ici. Donc c'est ça ne se décrète pas, mais d'abord ça se met sur papier, on réfléchit et on met une batterie. Et donc pour mettre cette batterie-là, entre autres batteries, comment avoir des camps militaires à l'est du pays? Comment avoir ce que nous appelons une unité d'alerte pour dire que non, il y a un problème là-bas? Comment avoir une unité d'élite, d'intervention pour intervenir en cas d'attaque? Donc, si vous mettez toutes ces armées rwandaises, ougandaises, burundaises dehors, vous mettez leurs supplétifs, M23, EDF, tout dehors, et là, nous allons commencer à travailler comme un pays souverain avec la possession entière de son territoire pour assurer le développement. Oui, il y a des démarches qui ont été menées, qui ont été tentées jusque-là. Et on parle du processus de Nairobi, on parle du processus de Luanda, mais il y a aussi l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais tout cela semble n'avoir pas, n'est-ce pas, la capacité de ramener la paix dans notre pays. Si vous êtes élu aujourd'hui, est-ce que vous continuez avec les mêmes mécanismes qui ont été pensés, réfléchis, conçus et qui sont appliqués avec beaucoup de difficultés, ou alors vous proposez d'autres mécanismes? Non, écoutez, processus de Nairobi, Luanda, l'accord cadre d'Addis Abeba, tous ces accords, surtout l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était fait en désavantage du Congo. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'est-ce que vous lisez? Que les engagements de la République démocratique du Congo, il y en a 7 ou 8. Les engagements de la région, okay? Et puis les engagements de la communauté internationale. Où sont les engagements du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda? Rien. Est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie?
cet accord est totalement déséquilibré. On ne peut pas. Il y a certainement quelques 2-3 petites choses à prendre là-bas, mais il faut arrêter avec cet accord. L'accord de Nairobi. Arrêter ou renégocier? Non, il faut arrêter avec cet accord, faire autre chose de plus sérieux et de plus profitable pour les Congolais. Autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui sera pensé par les Congolais, proposé par les Congolais, et là, la communauté internationale, donc les Nations Unies, viendront et on discutera avec les Nations Unies, l'Union africaine et la SADC pour avoir quelque chose de potable en faveur des Congolais ou du gagnant-gagnant. Oui, Nairobi, Luanda. Nairobi, c'est quoi? Nairobi, on vous dit que vous devez discuter avec le M23. OK? On vous impose, vous, un gouvernement. Vous qui êtes un gouvernement avec un peuple souverain, on vous dit de discuter avec les supplétifs d'une armée étrangère. Est-ce que ça, c'est un accord? Non. Luanda, on avait demandé au président angolais d'intervenir, d'assurer la médiation. C'est quelque chose qu'il fait, à mon sens, très bien, mais ce n'est pas suffisant pour les Congos. On ne sous-traite pas sa sécurité. Les Congos doivent venir avec un plan, un programme. Les Congos doivent se dire, je n'ai pas de moyens aujourd'hui pour exécuter ces plans, ces programmes, et je m'adresse aux partenaires du Congo. Je m'adresse en bilatéral aux partenaires du Congo pour, bouter dehors toutes ces armées, tous ces groupes qui viennent déranger les Congos. Mais les Congos ne vont pas aller demander à une communauté, Eastern African Community, venez ici. Ce n'est pas les Congos qui a demandé ça d'ailleurs. C'est M. Kagame qui a poussé Tshisekedi, M. Tshisekedi, son ami, son allié, pour qu'il puisse avoir les contrôles de l'Est du Congo. Et vous le savez très bien, Kagame a toujours dit qu'il y a une partie du Rwanda qui se trouve au Congo et c'est son problème, son dada. Il doit à tout prix récupérer cette partie. Et nous lui disons, comme le professeur Ndayuel avait très bien développé, si il y a quelqu'un qui a bien quelque chose à récupérer quelque part, oui, c'est le Congo qui doit récupérer des terres au Rwanda. Mais nous, ce n'est pas ça notre problème, parce que nous sommes d'accord avec l'intangibilité des frontières, ce qui a été décidé à Berlin, on n'en revient pas. M. Kagame n'est pas fort, mais M. Kagame paraît plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse de leadership au Congo. Pourquoi M. Kagame paraît fort? Parce que c'est lui qui a installé tout le monde ici. C'est lui qui a installé Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a installé Joseph Kabila. Et c'est lui qui a installé Félix Tshisekedi. Et vous comprenez, il donne des directives. Et c'est lui qui a dit que Fayoulou est imbuvable. Parce qu'il sait que Fayoulou n'acceptera pas son dictat. Le problème, le jour où on va résoudre le problème avec le Rwanda, et ce jour-là, ce sera fini. Tout va tomber. Le reste va tomber. Le jour où on aura un leadership responsable, capable, compétent, un leadership, un patriote qui va défendre les intérêts du pays et non ses intérêts, parce qu'il veut défendre ses intérêts, il demande aux autres de le placer là, et ce jour-là, vous aurez la pacification de ces pays. Mais tout cela, pour réorganiser l'armée, pour être plus fort, ça demande des moyens. Et on le sait, sur le plan économique, le développement de la RDC ne reflète pas toute la richesse du pays, la richesse sur le plan minier, forestier, hydrographique et même démographique. Avez-vous une recette pour opérer un miracle, pour que cela change? Écoutez, vous savez, après ces 4 prérequis que je viens de citer ici, vous avez des priorités.
recette miracle, mais les autres ont utilisé ces recettes. Pourquoi la Corée du Sud est là où elle est aujourd'hui? Comment? C'est fut un pays pauvre. La Chine. Comment la Chine est là? Donc, d'abord, vous éduquez bien la population, vous conscientisez la population, vous dites que nous faisons ça pour que nous arrivons à vivre correctement, nous tous. Le changement de mentalité. Ce n'est pas forcément les changements de mentalité comme slogan et que on galvaude ici. C'est l'éducation des qualités qu'on doit donner aux enfants. Éducation dans son ensemble, y compris l'instruction dedans. Et après, vous devez faire tout pour assurer les biens sociaux de base à la population. Vous assurez ça comment? Et c'est là où la tolérance zéro vient dans la gouvernance intègre. L'argent de l'État, c'est pour investir dans l'eau, l'électricité, le soin de santé. L'argent de l'État, c'est pour investir dans les routes, dans les rails, dans les voies, dans les aéroports, les ports, ainsi de suite. Dès que vous avez ça, l'argent de l'État, c'est pour investir, donc comme j'ai dit, tout ça c'est les infrastructures. L'argent de l'État, c'est pour mettre un cadre, pour avoir l'entrepreneuriat congolais. Les hommes et les femmes congolais doivent être industriels, chefs d'entreprise, pour donner de la valeur ajoutée, produire. On ne peut pas être un pays des mines comme ça. On prend les mines, à l'état brut, on exporte. Non, on doit faire la transformation, donner de la valeur ajoutée. Tout ça, c'est pour créer des richesses. Les autres pays l'ont fait. Et quand on crée des richesses, les gens sont beaucoup plus riches, plus de moyens. On crée une classe moyenne. Les gens vont consommer. On arrête d'importer parce qu'on produit localement. On va importer ce qui est nécessaire pour nous. Il ne faut pas oublier non plus la théorie des avantages comparatifs. Nous faisons ce que nous pouvons faire ici et ce que nous ne savons pas faire. Et nous pensons que ça demanderait de l'argent et il n'y a pas de productivité et il n'y a pas de gains énormes. Nous continuons à importer. Donc, dès que vous allez réduire vos importations, on importe aujourd'hui pour combien de milliards à manger chaque année? Près de 2 milliards de dollars. Mais si, même le piodi, est-ce que nous pouvons importer les piodis? On importe des choses qu'on peut planter ici, cultiver ici. Donc, vous voyez tout ça, l'entrepreneuriat, j'ai dit, et puis, après, vous avez quelque chose que Dieu nous a donné naturellement, l'écologie. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'écologie? Nous absorbons les carbones naturellement. Nous avons des tourbières. Est-ce que nous ne pouvons pas discuter avec le monde qui pollue pour dire qu'il faut avoir des compensations avec cela? Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser nos parcs que nous avons ici, partout dans le pays? On ne peut pas utiliser ces parcs pour le tourisme. Aujourd'hui, on vous dit visite Rwanda. Les gens vont regarder les gorilles des montagnes du Congo par le Rwanda. Et ça, c'est fait exprès. On a fait exprès pour nous maintenir dans cette situation pour que ça profite aux autres. Nous avons tellement d'atouts pour avoir un business ici et attirer des investisseurs, faire travailler les Congolaises et les Congolais, parce que tout ce que je viens de dire, quelle est la résultante? Quelle est la conséquence? C'est la création d'emplois. On va créer des millions d'emplois. Aujourd'hui, nous avons une population à plus de 80% de chômeurs. On va créer des millions d'emplois et tout ça, ça va entraîner, la vivacité de l'économie. Et aujourd'hui, tous ces chômeurs qu'on a créés, on les a réduits à l'état des mendiants. Aujourd'hui, vous voyez, pendant la campagne, les candidats vont quelque part, donnent l'argent. Ils achètent. Vous voyez des meetings, des rassemblements, où on achète les gens. Mais qu'est-ce qu'on dit de Fayoulou? Appelez Sambongote. Fayoulou, numéro 21. Togovote Nanko. Okay? Et
Comment voulez-vous réduire le peuple à cet état-là? Vous dites comme les chiens de Pavlov, venez, vous avez $10 et après vous venez et les gens bavent pour prendre les $10. Non, c'est pas normal, c'est un manque de respect à la population. C'est pour ça que nous voulons la dignité du peuple congolais. Martin Fayulu au pouvoir aujourd'hui, comment il fait pour s'attaquer à tous ces maux qui rongent les secteurs de la santé dans ces pays? Le peuple congolais est exposé à de nombreuses maladies, à de nombreuses épidémies depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel a tenté avec ce système qu'on appelle couverture santé universelle. Est-ce que si vous accédez au pouvoir, vous maintenez le même système ou vous l'améliorez? Comment vous comptez pour vous attaquer à ces secteurs, la santé? Les mots, il ne faut pas les utiliser comme ça, des concepts, couverture de santé universelle pour l'utiliser. Il faut savoir ça réforme quoi. Vous avez besoin de quoi dedans? Je viens de suivre une radio ici pour dire que dans un pays africain, il y a un enfant qui a reçu une flèche dans une province. On a tout fait pour ne pas sortir cette flèche de son corps, pour pas que le sang se vide. On l'a amené à la capitale, on a pris un avion, on l'a amené et hier, l'enfant est sorti de l'hôpital, on l'a sauvé. Mais on a dit, il y a quelques années, il fallait trouver le moyen de prendre cet enfant et de l'amener en Europe. Le pays a fait un effort. Donc, l'infrastructure sanitaire, les centres de santé, les hôpitaux, les dispensaires, dans chaque territoire. J'étais dans des coins, à Bagata, dans des coins du pays, reculés, à Bagata. J'ai demandé, Bagata c'est un territoire, dans les Kouilou. J'ai demandé si jamais quelqu'un avait une maladie grave ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit, on ne sait pas. Il y a des villages là-bas, on ne sait pas, on ne peut pas les transporter dans un hôpital qui a toute l'infrastructure possible. C'est ça le problème. Donc, il faut aménager, élever le plateau sanitaire. C'est-à-dire, il faut avoir des appareils adéquats, équipements, il faut avoir des médecins, des infirmiers et infirmières, il faut avoir une équipe technique. Donc le plateau technique doit être, amélioré. Nous devons savoir combien de médecins dont nous avons besoin, par exemple par 10 000, 100 000 ou même par 100 habitants. Combien de médecins nous devons avoir? La formation de ces médecins, de ces infirmiers, de tous ces personnels dont nous avons besoin. Est-ce que la formation est bien assurée? Donc tout ça, c'est dans notre programme pour arriver à avoir ce que vous appelez couverture santé universelle. Mais là, ça commence par la conception, mettre en place le moyen et puis aller. Et tout ça, si nous disions aujourd'hui qu'il faut réduire les évacuations sanitaires, combien de millions de dollars nous allons sauver déjà et mettre ça dans les systèmes de santé? Si nous disons la corruption zéro, tout l'argent qui part à l'extérieur, et nous faisons tout pour que cet argent reste là. Vous savez qu'on peut construire les hôpitaux, on peut construire les routes, on peut aider. M. Jean-Marc Kabound, ancien président de l'UDPS, il avait dit que chaque jour, chaque semaine, il y a des jets privés qui décollent, soit d'Indolo, soit d'Njili, avec des millions de dollars, des valises pleines de dollars. Il a dit qu'il était prêt à témoigner, aller chez le procureur pour dire des cas. Est-ce qu'on l'a écouté? Donc, avec cette gouvernance zéro corruption, zéro corruption, nous allons avoir beaucoup de moyens pour exécuter notre programme. Monsieur Martin Fayulu, comment se présente votre programme en ce qui concerne l'éducation des jeunes, l'enseignement des bases et universitaires?
Alors, l'éducation des jeunes, dans les programmes, nous les situons à deux niveaux. Nous avons d'abord l'éducation, la recherche et l'innovation, comment assurer des enseignements de qualité, comment orienter les enfants vers ce qu'on appelle les STEAM, c'est-à-dire sciences, technologie, engineering et mathématiques. Avoir des gens, pas simplement mettre tout le monde dans des sciences humaines, et non, aller amener les gens dans les matières scientifiques. Comment amener les enfants à aller dans les écoles techniques, apprendre le métier. Donc nous allons investir massivement là-dedans. Ça, c'est au niveau de l'éducation formelle et les curriculums scolaires dès la maternelle jusqu'à l'université et à l'extra-universitaire. Et puis, nous avons dans un autre défi, c'est la jeunesse engagée pour le développement. Faire des programmes. Il y a des jeunes qui ont été ratés, les Koulouna, les jeunes de Zévré, et tout ça, nous devons trouver les moyens pour le remettre dans les circuits, faire des formations accélérées, des formations techniques, et aussi les récupérer dans l'alphabétisation et les mettre, par exemple, dans les champs, dans l'agriculture. Quand vous quittez Kinshasa, vous allez à Mwanda, je l'ai fait, par route. Vous regardez ici, aucune ferme, aucune plantation qui vous dit, voilà, nous avons quelque chose. Quand vous quittez Kinshasa, vous allez à Idiofa, vous traversez partout, il n'y a rien. Mais j'ai été au Kenya. Je suis parti de Nairobi à Kapsabet. Ok? Je suis allé à Malindi. De l'autre côté, je suis parti à Mombasa. Ok? Je suis parti à Iten. Je suis parti à Mount Kenya. Parce que j'ai travaillé là-bas. Ok? Et vous regardez, des fermes partout. Et à chaque fois que vous arrêtez, vous pouvez aller prendre un pot, vous pouvez manger, et ça fait tourner l'économie. Vous avez des plantations, des fermes avec des cannes à sucre. C'est énorme. Et nous, on n'a rien. Alors, nous, dans notre stratégie, l'agriculture va pomper une grande partie de la jeunesse et qui va travailler là-bas. Donc, on va créer des millions d'emplois dans l'agriculture. Nous avons un programme pour les jeunes filles, les filles mères, les filles qui ont abandonné l'école. Il faut les réinsérer dans la société, c'est très important. Nous, le programme, je ne peux pas dire aujourd'hui zéro Koulouna, mais il faut tendre vers ça. Okay? Tous ces jeunes qui sont à la cité aujourd'hui, ils n'ont rien d'autre à faire que de prendre les Aguénés. Les Aguénés, ce n'est pas simplement à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est partout. Aller partout dans le pays. Mais comment faire pour récupérer ces jeunes, leur donner, leur apprendre un métier pour qu'ils soient utiles à la société, pour qu'ils contribuent au développement de la société, du pays. Mais ça s'est fait aujourd'hui avec Kanyama Kasese. Ça veut dire ça quoi? Vous avez pris combien de jeunes à Kanyama Kasese? Alors, si ça s'est fait aujourd'hui, combien de Koulouna il y a à Kinshasa? Combien de Koulouna il y a à Idiofa? Combien de Koulouna il y a à Kananga? Combien de Koulouna il y a à Chikapa? Je suis parti à Chikapa, vous avez vu la pluie de pierres que j'ai reçues. Alors les dirigeants qui sont ici, certains groupes politiques, ils s'organisent pour payer ces Koulouna. C'est les chaînes de Pavlov. Quand on dit 10 000 francs, les jeunes accourent, et puis on n'a pas assez d'argent, 5 000 francs accourent, 3 000 francs, on dit allez jeter des pierres à ces messieurs parce qu'on ne veut pas les voir ici. Mais honte à eux, parce que j'ai été à Chikapa, j'ai marché, et puis j'ai fait des meetings, et le peuple a démontré que réellement, Congo et Kolomoko, notre thème, le thème de notre congrès, c'est une réalité. Congo uni, un et indivisible. Et je l'ai démontré à Kananga. Et partout, je vais le démontrer. Martin Fayoulou, candidat numéro 21, la justice pose problème dans ces pays.
Et c'est tout le monde qui dénonce son dysfonctionnement. Il y a même les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, qui l'a fait récemment. Si les numéros 21, comment les magistrats suprêmes, voilà. Il a dénoncé les dysfonctionnements de la justice. Et si vous accédez au pouvoir aujourd'hui, comment vous faites pour améliorer les fonctionnements de la justice? Parce que tout a été fait, apparemment, mais ça n'a pas permis à ce que les peuples soient satisfaits par l'administration de la justice. Comment vous faites pour améliorer les choses? Mais qu'est-ce qui a été fait? M. Kamere a été arrêté. Les juges ont rendu un procès. 20 ans d'emprisonnement. Il est où aujourd'hui? C'est la faute à qui? Je vous ai dit, au commencement, c'était le verbe. La même justice a estimé qu'il n'y avait pas de faits qui pouvaient faire qu'on puisse le maintenir en prison. C'est pour ça que la justice l'a libéré. Non. La même justice, combien de gens il y a des prisons aujourd'hui, combien de gens il y a dans nos prisons qui n'ont rien fait? Jamal Kabound, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la justice n'estime pas que Stani Bouchakira, Jamal Kabound et les autres doivent sortir? Qu'est-ce que Stani Bouchakira a fait? Vous parlez de la même justice. C'est la justice aux ordres. Si Félix Tshisekedi veut que la justice soit indépendante et on donne une mission à la justice, c'est pour ça que nous avons parlé de l'état des droits, comme les Britanniques disent, law and order, c'est-à-dire la loi et l'ordre. Si nous voulons ça, il faut le déclarer. Et il faut, se comporter en conséquence. La justice est infectée par le manque de leadership, par cette dictature d'un type nouveau et que nous avons, qu'il s'agit de dire des choses que les gens veulent entendre, mais de faire totalement autre chose. Et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les choses? Mais je vous ai dit un état de droit, un état où on applique les lois, où les lois sont les mêmes pour tout le monde, où les lois ne regardent pas tel ou tel autre, où quelqu'un qui t'a invectivé ou quelqu'un qui a parlé mal de toi, tu le mets en prison. Il est libre de dire ce qu'il dit, et si ce qu'il dit n'est pas correct d'après vous, vous saisissez la loi. C'est ce qu'il faut faire. C'est très simple. Vous laissez les magistrats, vous laissez les juges libres, vous laissez les pouvoirs judiciaires libres. Vous n'intervenez pas, vous ne donnez pas des ordres. Ce n'est pas quand le président de la Cour constitutionnelle va à l'encontre de vos intérêts ou de vos idées, parce que lui, il estime avec la Cour qu'il faut faire ce qu'il doit faire, et vous dites non, et vous devez le faire partir comme un malpropre. Ce n'est pas ça, c'est la justice. Quand vous donnez des ordres aux juges dans des procès, ce n'est pas la justice. Donc, une justice indépendante. C'est très simple à dire. Justice indépendante, vous vous appliquez à la laisser indépendante et vous vous conformez à la Constitution et aux lois de la République. Et on peut obtenir cette indépendance sans être en mesure de donner un bon traitement aux magistrats? Ah oui, mais non, vous avez raison. Vous complétez les tout. Donc, les magistrats bien payés, et je vous ai dit pour ça, merci de me relancer sur ça, il faut avoir la nomenclature, le barème. OK? Le président de la République gagne combien par mois? Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, tout le monde, le juge, le magistrat, l'huissier, toute personne ou tout agent public de l'État, c'est-à-dire celui qui est payé par les trésors publics, on doit savoir combien il gagne. Et les magistrats, les enseignants, le médecin, les militaires, le policier, tout ce monde-là, chacun dans son corps de métier doit être bien payé. Et vous réduisez la tension. Le président de la République aujourd'hui, quelle est sa rémunération mensuelle? Si vous prenez, et l'huissier, quelle est sa rémunération mensuelle? Le secrétaire général de l'administration, quelle est sa rémunération mensuelle? La tension est de combien? Et c'est pour cela que j'ai dit que je vais réduire les trains de vie de l'État. Un député ne peut pas
avoir comme émolument 21 000 $. Tout cet argent, nous allons récupérer. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas avoir ce qu'on appelle le fonds secret de recherche, FSR. Non. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas son affaire d'avoir des fonds secrets où on met de l'argent pour que lui aille corrompre les politiciens, aille acheter les députés. Il faut une rémunération normale en fonction du coût de la vie, en fonction des autres rémunérations. Donc, baisser la tension, donner l'argent, le moyen à tout celui qui a besoin et qui travaille pour l'État. Aujourd'hui, les postes électifs sont devenus très attractifs. Tout le monde veut être député. Pourquoi? Pour aller toucher 21 000 $, pour aller se faire corrompre. Et non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt créer des jobs, comme on dit, qui accroît la valeur ajoutée, qui produit la richesse. Les députés ne produisent pas la richesse. Les lois qu'ils produisent ne sont pas respectées. Eux-mêmes, ils ne respectent pas ces lois. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en période de campagne. Nous allons aller aux élections dans quelques jours. Quel est l'état du fichier électoral? Est-ce que vous savez, vous connaissez le nombre d'électeurs qu'il y a dans les fichiers? Est-ce que dans un pays normal, les gens peuvent aller aux élections sans connaître les fichiers? On parle d'environ 43 millions. Pas d'environ, on parle de 43 955 181 électeurs. C'est ce qu'on nous a dit. Mais dans ces électeurs-là, combien ont des cartes délavées, des cartes illisibles? Parce qu'ils sont dans les 43 955. Mais maintenant, est-ce que ceux qui vont dans les antennes pour récupérer les cartes, ils sont toujours là-dedans? Parce que la plupart d'eux, ou en tout cas un grand nombre, on ne retrouve pas leur nom dans la base des données. Mais ils sont où? La loi électorale a été violée. L'article 6 n'a pas été respecté. L'article 8 non plus. C'est-à-dire que publier la liste d'électeurs avec indication du centre de vote, ça n'a pas été respecté. La liste est provisoire. Publier la liste définitive, un mois, au plus tard, un mois avant la campagne. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas publié. Donc, il y a un problème sérieux dans ces pays. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Et nous allons mettre fin à ça. Nous allons être un pays normal, comme tous les pays du monde, épris de paix et de justice, un pays où la règle du droit est appliquée, un pays où le territoire est contrôlé par l'armée nationale et la police nationale, les services de renseignement font un travail efficace et renseignent les commandants suprêmes et les autres autorités, un pays où les gens sont unis, il y a la cohésion nationale, il n'y a pas de tribalisme. Un pays où Félix Tshisekedi est venu dans ce pays, il a inoculé le venin du tribalisme. Ça n'existait pas. J'ai étudié en France. Nous étions zaïrois à l'époque. Et quand on se voyait, on se parlait. Zaïrois, un point, un trait. Je voyais des autres nationalités, quand ils venaient, on dit que vous êtes tel, sénégalais ou camerounais, ivoirien. Mais ils se demandent, tu es d'où? On ne comprenait pas. Vous êtes camerounais, vous êtes d'où? Et les Congolais étaient unis. Unis, et Félix est venu dire que toi tu es ceci, toi tu es cela. C'est malheureux aujourd'hui. Donc, nous allons mettre fin au tribalisme, c'est ça, l'unité nationale, la cohésion nationale. Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle, candidat numéro 21. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions, des grandes questions que se pose la population congolaise. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Clément Chimanga, Paul Badianyama, Hippolyte Kalinga étaient à la technique Kimaté. Merci et à la prochaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, président. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.